Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche, épisode M de notre saison 2 qui a pour but de faire un lien entre d'un côté les mots parfaitement amassants, de la combinatoire des mots, et de l'autre côté des modules bande-briques de certaines algèbres aimables de la théorie des représentations de Carquois. Bon, je vous ai déjà raconté énormément de choses pour cette saison 2 et il s'agit ici du dernier épisode que j'aimerais vous proposer pour cette saison 2. Alors, dernier épisode sous la forme de tableau, mais avant-dernier épisode, car vous le savez peut-être, mais si vous ne le savez pas, je vous le dis, il va y avoir un exposé final pour rassembler un peu tout ce que j'ai raconté en un seul exposé sous forme de diapositive, comme je l'ai fait à la fin de la saison 1, pour donc vous reparler dans l'ensemble de tout ce que je vous ai raconté pour cette saison 2 et d'amener enfin à l'énoncé du résultat important que je voulais vous raconter tout au long donc, de cette saison 2. Bref, aujourd'hui, je vais vous introduire un dernier objet qui s'appelle les G-vecteurs, associés donc à des modules, notamment ici des modules bandes de l'algèbre aimable que je vous ai présenté. Donc je vous avais présenté une famille d'algèbres aimables lors de l'épisode précédent. Donc j'aimerais vous parler de cette histoire de G-vecteurs et de vous montrer le lien, donc c'est-à-dire déjà plus ou moins vous donner le résultat important de cette saison 2, le lien entre ces questions de G-vecteurs, ces questions de modules bande-briques donc, et les mots parfaitement amassants. Maintenant que je vous ai introduit tous les objets qu'il faut pour comprendre comment les choses vont fonctionner, je pense que c'est le bon moment pour commencer à conclure. Bref, alors rappelons un petit peu où est-ce que nous en étions arrivés. Donc lors de l'épisode précédent, je vous avais introduit une famille, donc c'était l'épisode 2 L. Je vous avais introduit une famille de Carquois à relation aimable, qui était de cette forme-là. Oups. N. Avec les relations aimables comme ci suit. Voilà. On pouvait décider d'appeler les flèches par lesquelles on monte sans relation alpha, essentiellement, et les flèches par lesquelles on pourrait descendre bêta. Sachant que le rôle de bêta et de alpha est totalement symétrique, bien sûr, on pourrait décider de monter par les flèches bêta puis redescendre par les flèches alpha. Il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que je fais une... Oui, c'est bien ça. Voilà, donc je vous avais introduit cette famille de Carquois et je vous avais montré le modèle de surface que l'on pouvait associer à ce Carquois. Donc le modèle de surface était essentiellement un polygone. Donc on pouvait dessiner un polygone dont tous les bords sont rouges. C'est lié à la question de la dissection rouge, donc la dissection dualisable rouge. Je vous avais parlé de ça lors d'épisodes précédents avec le modèle de surface. Donc si en particulier je prends n égale faisons pas de bêtises, donc si je prends n égale 4, ça veut dire que je peux dessiner un pentagone, voilà, avec un bord. Tout ce qui est rouge sont des arcs rouges de la dissection que je considère. On a également le point vert. Donc normalement, plus précisément, si je veux représenter le modèle de surface qui est bien correspondant à la chose, il faudrait que je dessine deux copies du pentagone et que j'explique comment on identifie les différents côtés rouges. Donc c'est ça qu'il faudrait que je fasse, mais ici je ne vais pas le faire. Je vais vraiment simplifier les choses pour vous rendre la vie plus simple. Mais bien évidemment, il y aura plus de détails à apporter. Donc voilà, ça c'était le modèle de surface auquel on pouvait associer la surface et la dissection verte, donc associé à ce Carquois relation aimable. Et donc ce qui était intéressant, c'est que des courbes sur la surface, des courbes fermées notamment, pouvaient vraiment se représenter ici comme des courbes qui doivent repasser de différentes manières. Donc on pouvait avoir 1 vers 4, 4 vers 1, etc. Puis après on pouvait avoir un truc comme ça, etc. Bon, je vous fais pas tout le dessin, mais on pouvait avoir peut-être quelque chose qui ressemble à ça. Bref. Donc en tout cas, voilà une façon de tenter de représenter les surfaces et les courbes sur la surface, sachant bon, que normalement il y a des identifications à faire dans un autre polygone.
D'accord? Donc, voilà ce que je vous avais présenté, je pense, la fois dernière. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc de ces questions de G-vecteur et de vous faire le lien avec donc les modules bande-brique. Donc les modules bande-brique, on avait vu lors d'un épisode précédent que ça correspondait à des courbes fermées sur la surface. Donc des courbes fermées qui ne sont pas rétractibles, hein, on les considère à homotopie près. Donc un déplacement de courbe continu près, si vous voulez, c'est une façon de comprendre. Je vous l'avais déjà expliqué un petit peu ce que j'entendais par homotopie près. Je vous invite à rejeter un coup d'œil à des épisodes précédents pour mieux comprendre, ou en tout cas revoir l'explication de cette question d'homotopie. Ici, je vais juste vraiment me concentrer sur la question de G-vecteur et faire ça avec un exemple. Donc je vais prendre un exemple. Prenons comme exemple le module, alors je rappelle, aussi c'est un résultat important, quand je travaille avec des algèbres aimables, tous les modules indécomposables, ou représentations indécomposables, en voyant des cordes sur ce carquois. Donc des cordes c'est quoi? C'est des espèces de chemins que je peux faire sur le carquois. Mais ces chemins, j'ai le droit de rebrousser chemin d'une certaine manière. Donc c'est-à-dire que j'ai le droit de suivre une flèche à l'envers, tant que c'est pas la même flèche que j'ai suivie dans le bon sens, hein, donc j'ai pas le droit de faire par exemple alpha 3 puis alpha 3 inverse, d'accord, j'ai pas le droit de faire ça, mais par contre j'ai le droit de faire alpha 3, bêta 3 inverse par exemple, ça c'est tout à fait autorisé, mais par contre il faut éviter les relations, donc j'ai pas le droit par exemple de faire bêta 3 inverse, alpha 2 inverse, ça j'ai pas le droit parce que les deux flèches sont en relation, d'accord. Donc c'est pour ça que je disais au tout début quand j'ai construit ce carquois que on pouvait descendre en suivant alpha, remonter en suivant bêta, par exemple. Okay, et que faire inverser le rôle de alpha et bêta c'est totalement symétrique. Bon, donc on peut décrire, si on le souhaite, toutes les représentations, tous les modules indécomposables à l'aide de cordes et de bandes. Donc des cordes c'est ce que je viens d'expliquer, et les bandes, ce sont des cas particuliers où on revient au sommet de départ, et en plus de ça il faut quelques conditions supplémentaires, avoir un truc primitif, etc., etc. Je ne vais pas tout redire, hein, parce que sinon l'épisode va s'allonger pour pas grand chose, puisqu'il y a des choses que j'ai déjà dites. Donc là je vais considérer une bande. Alors une bande assez spécifique, parce que j'aimerais faire le lien avec les mots parfaitement amassants. Donc la bande spécifique que je vais faire, c'est la suivante. Et j'aimerais pas faire un long calcul non plus. Donc la bande que je vais considérer, ça va être la suivante. Donc hop, on va dire ça. Donc il faut que je fasse un truc assez long, hein, juste pour que les choses que j'aimerais expliquer soient assez visibles. Voilà. Je pense que ça c'est pas mal. Donc je vais considérer cette bande. Ok. Donc la bande, comme vous pouvez le voir, je suis parti du sommet 1, je suis arrivé au sommet 1. Donc le point de départ c'est le même que le point d'arrivée. En plus de ça, cette corde, je ne peux pas la réécrire comme une corde plus petite et la composer plusieurs fois pour retrouver la corde que je viens de dessiner. Et un autre truc, c'est si je prends la corde entière que je fais copier-coller de chaque côté de la corde, eh bien je retiens encore une nouvelle corde plus grande. Donc tout va bien. Donc ça c'est ce qui définit justement la question d'une bande. Très bien. Alors vous pouvez remarquer que cette bande elle est définie pas n'importe comment, elle est définie en disant bah ok je pars du sommet 1, puis je descends jusqu'à un certain sommet, je remonte, je redescends jusqu'à un autre sommet, je remonte, etc., etc. On peut ici se placer dans le cas n égale 3 si on le voulait, c'est pas non plus un gros problème. Bon, et c'est quoi la question de G-vecteur? Alors la question de G-vecteur, normalement c'est une définition qui est très théorie des représentations. Donc je peux vous donner rapidement, sans trop rentrer dans les détails, comment normalement un G-vecteur se calcule, mais vous allez voir que dans le cadre dans lequel nous sommes ici, calculer un G-vecteur c'est très simple. Donc juste pour donner la définition un peu théorique, en tout cas comment on le calcule théoriquement, alors on a un module M, et quand on travaille avec justement les algèbres aimables, ou voire même un très grand nombre de types d'algèbres, on est content d'avoir on est content d'avoir suffisamment de modules bien spécifiques qu'on appelle modules projectifs. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est justement une présentation minimale du module à l'aide de modules projectifs. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends, c'est qu'il va falloir déterminer ce qu'on appelle l'enveloppe projective, c'est-à-dire le plus petit projectif P qui se surjecte
sur M. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe projective. Donc sous certaines conditions, donc là on est dans des conditions tout à fait viables, mais sous certaines conditions, on peut justifier l'existence d'une telle enveloppe. D'accord? Donc on peut justifier pourquoi on a l'existence d'un tel élément projectif qui se surjecte vers M. Et ce qu'on cherche, c'est le plus petit, au sens où on doit minimiser le noyau. Si vous voulez, c'est une façon de comprendre. Donc on veut minimiser le noyau de l'ensemble de ce morphisme. Et donc pour minimiser ce noyau, il faut donc bien choisir l'élément P. Par contre, ce qui est important, c'est que le morphisme doit être surjectif. Donc normalement, je dois faire ce premier calcul. Bon, ça va donner un premier élément projectif que je vais appeler plutôt P0. Ok. Donc le 0 n'est pas en indice, hein, c'est fait exprès. Et une fois que j'ai cette enveloppe projective, bon, je me retrouve avec un noyau. Un noyau qu'on peut appeler K pour l'instant. Et ce qui va m'intéresser, c'est de ce noyau, je vais refaire la même opération, c'est-à-dire je vais chercher une enveloppe projective de ce noyau. Donc en cherchant une enveloppe projective de ce noyau, je vais trouver un certain P1. Et c'est ce P1 qui va me permettre de compléter la présentation miniale que je suis en train de construire. Donc P1, c'est l'enveloppe, donc c'est aussi une enveloppe projective, mais cette fois-ci du noyau. Ici, c'est le noyau. Donc, si je l'appelle S. Donc je prends l'enveloppe projective du noyau. C'est pas grave si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire enveloppe projective, c'est pas le... Comment dire, c'est pas très grave, d'accord, hein, là je dis ça, c'est pour des gens qui connaissent un petit peu, qui ont vu un petit peu ce que c'était les objets projectifs, et c'est juste pour vous dire, voilà, un G-vecteur, ça va avoir une définition très théorique, et qui vraiment se fait de cette manière-là. Donc je vais terminer par vous dire comment on calcule le G-vecteur à partir de ça. Donc là, ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai cherché à expliquer en tout cas, c'est le calcul d'une présentation minimale projective de M. Alors ce qui est intéressant, c'est que n'importe quel projectif peut se décomposer à l'aide de projectifs bien spécifiques qui sont donnés par les sommets du carquois. Donc ça veut dire que le P0 peut s'écrire une certaine somme i allant de 1 à n, si les sommets vont de 1 à n, de P indice i mis à une certaine puissance, donc c'est-à-dire on prend un certain nombre de copies en somme directe de AI. Donc on va dire AI, c'est un nombre, un entier naturel. Hein. Et je prends un certain nombre de copies de projectifs qui sont définis pour un sommet I. Donc ici, PI, c'est égal à un projectif indécomposable d'ailleurs, associé au sommet I. Donc P0 peut se décomposer de cette manière-là, P1 aussi, donc je peux aussi écrire P1 comme une somme directe de copies de PI. Donc le nombre de copies ne sera en général pas les mêmes. Donc on va se retrouver avec ça. Et maintenant que j'ai ça, en fait la définition de G-vecteur, hein, théorique, c'est le vecteur où pour chaque sommet, je vais écrire la différence du nombre de copies que nous avons eu par exemple pour P1 avec le nombre de copies que nous avons eu pour P1 dans le deuxième projectif. Donc on va faire exactement ce que je viens de dire. A1 moins B1, A2 moins B2, etc. jusqu'à AN moins BN. Et voilà ce qu'on appelle le G-vecteur du module M. Bon voilà, donc ça c'est la définition théorique. Il y a des trucs que j'ai pas définis. C'est pas grave. S'il y a des gens qui ont déjà entendu parler d'enveloppe projective, ou en tout cas de module projectif, ils seront pas trop perdus. Et d'ailleurs, ça peut leur donner une vision bien d'ensemble de la chose. Si vous avez jamais entendu parler de ça, c'est pas grave. Je vais vous expliquer comment je peux le calculer à l'aide juste de la corde. Là, dans le cas où on est avec des algèbres aimables, c'est très très simple de définir le G-vecteur. En fait, le G-vecteur, ça va être une différence entre le nombre de fois où un sommet se trouve au-dessus
par rapport au nombre de fois où un sommet se trouve en dessous. Alors il faut que je rappelle ce que ça veut dire au-dessus et en dessous, hein, parce que juste pour être bien clair. J'avais déjà dit ce que ça voulait dire avoir une corde qui est au-dessus ou en dessous, parce que c'est un résultat important qui permet de décrire les morphismes qu'il peut y avoir entre deux modules cordes et éventuellement également entre deux modules bandes, même s'il y a un peu plus que juste regarder des cordes. Donc, je veux juste rappeler. Donc, je vais dire qu'un sommet I est au-dessus de oméga, donc de la corde ou de la bande, si et seulement si on a la configuration suivante, on a le sommet I et on a deux flèches qui sortent du sommet I. Et puis un sommet I est en dessous de oméga, si et seulement si, ben là je vais dire qu'on a notre sommet I et que dans la représentation on a deux flèches entrantes. Bien, maintenant que j'ai rappelé ça, et bien en fait, définir un G-vecteur. Donc le G-vecteur, et ça c'est totalement équivalent, donc c'est-à-dire que ce que je vais donner comme résultat, on peut vraiment le retrouver en faisant un calcul de présentation minimale projective. On peut refaire vraiment ce calcul et trouver le résultat que je vais écrire là. Donc là, je vous donne vraiment le résultat combinatoire qui permet de tout comprendre, on va dire, sans forcément savoir ce que c'est cette définition théorique. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire des soustractions qui sont les suivantes. Je vais compter le nombre de fois où I est au-dessus. Donc là, ici, par exemple, le sommet 1 est au-dessus. Moins le nombre de fois où le sommet 1 est en dessous. Tout simplement. Et je fais la même chose pour tous les sommets. Donc jusqu'au sommet n. Donc le nombre de fois où le sommet n est au-dessus, moins le nombre de fois où le sommet n est en dessous. Et voilà, et ça c'est une autre façon de définir le G-vecteur. Et ces deux façons de définir sont équivalentes. Alors c'est là où vous pouvez peut-être plus ou moins pressentir, parce que vous voyez des soustractions analogues des deux côtés. En effet, vous aurez raison, le fait d'avoir des sommets qui sont au-dessus permet de définir les projectifs, le nombre de copies de projectifs PI qu'il nous faut pour le premier élément, et ce qui va se trouver ici, donc les sommets qui sont en dessous correspondront exactement aux projectifs qu'il nous faut pour définir le grand P1 ici. Bon voilà, alors donc dans notre exemple, le G-vecteur que nous allons obtenir, donc dans l'exemple qui se trouve là-haut, bon bah pour 1, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Attention, le dernier est identifié avec le premier. Donc on a bien deux flèches sortantes du sommet. Ok. Donc là j'ai ça. Alors oui, je précise, cette définition est valide que si j'ai des bandes. Pour les cordes, il y a des petites subtilités en plus. Mais pour les bandes, c'est exactement comme ça qu'on calcule. Donc, alors je disais, le premier et le dernier sont identifiés, c'est la même copie de 1. Par contre, on a donc 5 copies de 1 qui se trouvent au-dessus. Donc là, pour G, le Gm que je vais obtenir, là, ou pour oméga en tout cas, je vais obtenir 5 pour le sommet 1. Pour le sommet 2, je vais avoir 3 sommets 2 qui se trouvent en dessous, donc je vais avoir moins 3. Et pour le sommet 3, je vais avoir moins 2. Et puis bon bah ça dépend de ce que vaut n, donc c'est-à-dire quel est le carquois, la famille de carquois avec lequel je travaille. Si n est plus grand que 3, bah, je vais ajouter des zéros. Sinon, bah, je peux m'arrêter là. Donc si n égale 3, donc si je travaille avec le carquois avec n égale 3, je vais obtenir ceci. Donc voilà le G-vecteur associé à mon module, à mon module bande, pour être plus précis. Et connaissant ce G-vecteur, je peux décrire un modèle un petit peu plus adapté. Donc je vous ai montré la surface, comment je peux dessiner la surface, et a priori comment je peux dessiner les courbes sur la surface. Mais là, je vais vous expliquer même encore plus précisément, étant donné un G-vecteur, comment je peux dessiner la courbe sur la surface. Et vraiment modifier la forme de la surface pour que ça colle avec le calcul de G-vecteur que je veux faire, en tout cas le dessin de la courbe du module que je voudrais faire. Je vais effacer ça.
Donc, encore une fois, je vous ai donné la définition théorique, ça c'est vraiment pour les gens qui ont envie d'en savoir beaucoup plus derrière tout ça. Okay, mais si il y a vraiment, comme j'ai dit, il n'y a vraiment pas besoin pour l'instant de comprendre ça, en tout cas pour cet exposé et même pour l'exposé final. Ce qui compte vraiment, c'est le fait de compter les G-vecteurs de cette manière-là. Bon, alors, comment je peux dessiner la courbe, ou en tout cas, comment je peux modifier mon modèle pour faire associer une courbe correctement à un tel G-vecteur? Eh bien, je vais faire de la manière suivante. Ce qui est assez remarquable pour les G-vecteurs, en tout cas dans le cadre où on travaille avec des algèbres aimables, je pense au moins, peut-être un petit peu plus, mais au moins pour le cas aimable, c'est que vous pouvez remarquer que si vous faites la somme des premiers entiers qui apparaissent, donc vous faites par exemple 5 plus moins 3, puis 5 plus moins 3 plus moins 2, chacun de ces résultats est positif. D'accord? Et un autre truc important, c'est que la somme de toutes les composantes fait 0. Bon, alors ça veut dire que je peux faire une bijection entre l'obtention d'un G-vecteur et le dessin d'un chemin de Dicke. Donc comment je vais dessiner mon chemin de Dicke? Alors je vais l'expliquer. Et je vais respecter les couleurs par rapport à la surface. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire la chose suivante. Donc la première composante pour le G-vecteur, c'est 5. Donc ça veut dire que pour le chemin de Dicke que je vais dessiner, je dois faire 5 pas vers le haut. Je vous ai expliqué déjà ce que c'était avoir un chemin de Dicke, donc je ne vais pas réexpliquer. Juste voilà, on doit faire des chemins qui vont vers le haut, vers le bas, mais au bout d'un moment, on doit revenir au sol, si je puis dire. Donc on doit revenir au sol, et le seul truc, c'est qu'on n'a pas le droit de passer à travers le sol, on n'a pas le droit de passer en dessous du sol. Donc c'est ça, avoir juste un chemin de Dicke. Donc là, j'ai 5, ok. Puis, et tout ça, si vous voulez, je peux les numéroter 1. Parce que ça correspond à la première composante de mon G-vecteur. Deuxième composante, j'ai moins 3, donc ça veut dire que je vais descendre de 3. Et pour ces 3 pas, je vais mettre la valeur 2. Enfin, il faut que je descende de 2 pas. Et ces 2 derniers pas, je vais les numéroter 3. Donc étant donné un G-vecteur, je peux toujours faire la construction d'un chemin de Dicke. Ok, et je vais vraiment insister sur les points qui permettent de découper la surface. Hop. Alors je vous avais fait l'exemple pour n égale 4. n égale 4, on trouvait un pentagone. Pour n égale 3, la surface, ça doit être un rectangle. On peut le représenter comme des copies de rectangles qu'on recolle. Donc juste pour qu'on soit ok, donc ça c'est pour n égale 3. On a donc normalement ce type de modèle qui apparaît. Et là, tout ce que j'ai fait, en fait, quand on regarde ce chemin de Dicke, là, que je viens de dessiner, j'ai juste modifié un petit peu le modèle du rectangle pour l'adapter par rapport au module que je veux étudier. Bien. Alors maintenant, comment je peux dessiner, parce que c'est ça la question, comment je peux dessiner de manière assez efficace le module correspondant au G-vecteur que j'ai calculé? Eh bien, si vous vous souvenez, ça fait un bon moment que j'en ai parlé, j'avais parlé à un moment donné de méandres. Donc il y a eu plusieurs épisodes, il y a eu 3 épisodes je crois, sur les méandres. Et notamment, le dernier épisode sur les méandres dont je vous avais parlé, c'était une potentielle généralisation d'études des méandres arc-en-ciel, dans le cadre où on travaillerait avec des chemins de Dicke. Et bien c'est là où ça va apparaître. En effet, pour dessiner la courbe, en tout cas pour une façon de représenter la courbe sur la surface, ça serait de dessiner le méandre arc-en-ciel correspondant à ce G-vecteur. Donc ici, méandre arc-en-ciel, qu'est-ce que j'entends par là? Bien, on va tout simplement lier les pas du chemin de Dicke qui sont opposés l'un par rapport à l'autre. Donc on va avoir ça. Et en dehors, on va dessiner des arcs-en-ciel qui permettent les identifications qui se feraient dans l'autre polygone. Car je rappelle une nouvelle fois que normalement, si je veux décrire le modèle de surface associé au carquois, il faudrait que je dessine 2 copies
du polygone que j'ai dessiné ici, donc là du rectangle, et que j'explique comment on identifie les différentes arêtes rouges. Okay, ici, l'avantage de cette façon de faire le modèle, c'est qu'on peut vraiment dessiner tout en un seul coup. Et donc là, l'identification des deux côtés permet de lier les courbes de cette manière-là. Et voilà, bah ça c'est une représentation de la courbe associée au module bande donné par oméga. Et vous pourrez remarquer que le méandre que je viens de dessiner n'est fait que d'un seul morceau, sans cycle. Donc il est connexe, sans cycle. Eh bien, si j'ai un tel méandre, ça veut dire que je peux l'associer à un mot parfaitement amassant. Et là, je reviens complètement en arrière. C'est ça qui est assez marrant maintenant. Je reviens complètement en arrière par rapport à tous les exposés que j'ai faits. Là, je reviens vraiment quasiment au début. Puisque bon, bah, je vous avais motivé aussi le fait d'étudier les méandres arc-en-ciel par rapport aux mots parfaitement amassants. En effet, étant donné cette chose, je peux... si j'ai un chemin de D qui se dessine vraiment de cette manière-là, donc ça veut dire si j'ai un G vecteur qui commence par un entier positif et tous les autres sont négatifs, ou alors une autre façon de comprendre, c'est si je me restreins à des modules où je les construis comme je l'ai expliqué en partant du sommet 1 et puis je descends au fur et à mesure vers d'autres sommets. Donc si je m'y prends de cette manière-là, eh bien à chaque fois je vais pouvoir associer donc à ce type de représentation un méandre. Ici, c'est un méandre arc-en-ciel qui est de la forme suivante. On a 5 en bas. Et puis on a 2 ici et 3 ici. D'accord, donc de ça, on associe un méandre arc-en-ciel. Et là, je vous avais dit qu'on pouvait retrouver un mot parfaitement amassant, un unique mot parfaitement amassant à conjugaison près. Donc, si je refais juste l'exercice avec 2 et 3, donc si je refais l'exercice de déterminer le mot parfaitement amassant, si vous voulez revoir comment on le fait, je vous invite à revoir l'épisode, je vais le remettre en description. Donc, je vais partir d'une extrémité pour me faciliter la tâche, et puis à chaque fois que je traverse l'axe noir vers le haut, eh bien, je vais enregistrer le numéro correspondant à l'arc que je suis en train de suivre, et ça va me redonner le mot parfaitement amassant. Donc je pars de cette extrémité, comme je traverse, je vais retenir le 3, donc tac, je suis, là je remonte par 2, donc là j'ai 2, tac, ici j'arrive à 3, je redescends, je remonte, j'ai 2, tac, et 3. Et après j'ai terminé. Donc voilà, j'obtiens ce mot. Alors, je suis en train de me dire que j'ai peut-être fait une bêtise. Ah oui, d'accord, j'ai fait une bêtise. J'ai compris. Ok, hop. J'ai mis le 3 au mauvais côté. Hop, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, je corrige rapidement. Rien de grave. De toute façon, le calcul reste le même. Hop, j'étais en train de me dire pourquoi il y a plus de 3 que 2 alors qu'il y avait normalement plus de 2 que de 3. Bon, c'est pas grave. Donc, hop. On corrige, donc en fait normalement ici ça devait être 2 et ici ça devait être 3. Et donc ça veut dire que le résultat que j'obtiens, ça serait plutôt 2, 3, 2, 3, 2. Et à conjugaison près, le mot que je viens d'obtenir, c'est en fait 2, 3, 2, 2, 3. Donc à conjugaison près, il suffit de faire rouler un tout petit peu sur un tapis, imaginez que vous faites rouler sur un tapis roulant là, les lettres, dans ce sens-là, vous mettez le 2 ici, vous mettez le 3 ici, on trouve bien ce mot. Et ce mot, vous pouvez le lire directement sur le module. Là j'ai effacé le 3 sans faire exprès, mais vous pouvez le relire sur le module, juste en regardant qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et un autre truc que j'avais aussi dit, c'est que si on a affaire à une courbe fermée qui ne s'intersecte pas elle-même, c'est exactement le cas que nous avons ici, eh bien c'est un module bande brique. Bon voilà, c'est ça le gros résultat de cette saison 2, c'est en fait de vous dire que oui, étant donné un mot parfaitement amassant, je peux associer des modules bandes bien particulières, et ces modules bandes vont être des modules bandes briques
si le mot que j'ai choisi au départ est un mot parfaitement amassant. Si le mot que j'avais choisi au départ n'était pas un mot parfaitement amassant, alors c'est pas un module bande brique. C'est ça qui est fou, quoi. Il y a vraiment une bijection entre les modules bandes que je construis de cette manière-là et les mots parfaitement amassants. Alors avec la question des G-vecteurs et tout ça, on peut arriver à des généralisations. Et un autre truc intéressant, c'est que, en fait, de manière un petit peu plus générale, sans forcément se préoccuper du mot parfaitement amassant qu'il y a derrière, je pourrais très bien avoir n'importe quelle forme de chemin de Dicke, dessiner le méandre sur le chemin de Dicke, et la question que je me pose, c'est est-ce que le méandre que j'obtiens s'écrit en un seul morceau, sans cycle? Si tel est le cas, alors ça va être un module bande brique. Et ceci généralise un peu plus encore le résultat sur les mots parfaitement amassants. Donc ça donne un modèle un peu plus général encore que la question des mots parfaitement amassants. J'aimerais faire aussi une autre remarque. Vous pourrez remarquer que ici, les modules que j'ai pris là, on n'avait pas un seul sommet qui se trouvait à la fois en dessous et au-dessus de la corde. En fait, si ce genre de choses arrive, on sait d'office que le module, c'est pas un module brique. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas que... Donc je rappelle que module brique, hein, d'ailleurs au passage, module brique ça veut dire que les seuls endomorphismes du module, c'est l'identité à un scalaire près. Il n'y a que des scalaires de l'identité. S'il y a d'autres morphismes autres que l'identité, ça veut dire que c'est pas une brique. Ok, et ici, si j'avais sur une bande quelque chose où j'aurais un sommet I qui serait au-dessus et en dessous, eh bien il y aurait moyen d'écrire un morphisme qui envoie une copie de l'espace vectoriel qui serait au sommet I ici, donc de K, vers une autre copie de K sur l'autre sommet I, sans que ce soit l'identité. On aurait moyen de construire ce genre de choses, et donc ça veut dire que le module qui est en jeu n'est pas un module bande brique. Donc de toute façon, ça veut dire ici que en termes de G-vecteurs, si je veux trouver des modules bande brique, eh bien chacune des valeurs qui sont présentes, connaissant le signe, je sais d'office qu'ils doivent être toujours au-dessus ou toujours en dessous de module. Bien, bon, je pourrais faire un autre exemple. Hein. Donc là, par exemple, imaginons, parce que c'est vrai qu'on peut faire aussi l'exercice suivant, je pourrais très bien vous donner juste un G-vecteur et se poser simplement la question, est-ce que ça va correspondre à un module bande brique? Et je vais faire l'exercice, hein, je vais en inventer un, et vous montrer que oui, en effet, ça marche. Et je pense que je m'arrêterai là pour cet épisode, et essentiellement pour cette saison 2. Je pense que ça a fait suffisamment de bagages. Hop. Donc, si je propose par exemple, alors je vais peut-être d'abord dessiner le chemin de Dicke exprès. Donc, disons, on va faire 3, je descends de 1. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Si je monte de 2, peut-être ça va pouvoir le faire, on va voir. Puis après je descends donc, de 4. Ok, on va voir si ça marche ce truc. Donc j'aimerais bien que ce soit en un seul morceau, hein, juste pour... Donc là je vais prendre le cas n égale 4. Donc le méandre arc-en-ciel ça va être le suivant, donc je fais des arcs-en-ciel comme ça. Ici, il n'y a qu'un point, ici, il y a un arc comme ça, et ici, il y a 2 arcs. Et je relis. Bon, j'ai l'impression que ça marche. Impec, ça marche. Donc c'est en un seul bout. Donc là, ok, disons que j'ai considéré comme G-vecteur de base, j'ai le G-vecteur donné par 3, moins 1, 2 et moins 4. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce G-vecteur correspond à un module bande brique du carquois, hein, où n égale 4, hein, donc c'est-à-dire que je suis en train de regarder ce carquois-là. Et je me pose la question, est-ce que ça correspond à un module bande brique? Alors, comme j'ai tenté de le réexpliquer ici, pour retrouver le mot parfaitement amassant, il a fallu repasser vers le haut, etc., enfin suivre le méandre, et à chaque fois que je passais à travers l'axe noir, dans un certain sens, je enregistrais juste le sommet par lequel je suis passé.
enfin en tout cas le numéro du sommet par lequel je suis passé. Et bien en fait, la reconstruction du mot parfaitement amassant à partir du méandre, eh bien ça peut se faire également dans le cadre des chemins de Dick. Donc en effet, si je note 1, 2, 3, 4, les arcs correspondant à mes arcs-en-ciel, alors je peux partir d'une des extrémités, peu importe lequel, et à chaque fois que je sors du chemin de Dick, donc imaginons que le chemin de Dick délimite une surface, à chaque fois que je sors du chemin de Dick, j'enregistre la valeur par laquelle je suis sorti. Donc là par exemple je vais partir de 1, ok, et puis bon bah j'arrive à 4, je rentre, je sors par 3, je rentre, je ressors par 4, je rentre, je ressors par 1, je rentre, je sors par 2, je rentre, je ressors par 1, donc là je reçois le méandre à l'envers, donc normalement ça doit être symétrique, 3, ok. Il y a une espèce de presque palindrome sur les mots parfaitement amassants, et même sur les mots qu'on obtient en termes de... Parce que là le mot que j'obtiens ici c'est pas un mot parfaitement amassant. Mais sur les mots que j'obtiens en général en faisant ce genre de procédé, j'arrive toujours à un truc qui est quasiment un palindrome. Donc un mot qui peut se lire dans les deux sens. Mais c'est pas tout à fait exactement ça, puisque vous allez voir là, donc là normalement j'en étais arrivé à 2, donc 2, 1, ça marche, après 4, 3, 4, et là je ne recompte pas le 1, donc là voilà, j'ai fini. Arrivé là, j'ai fini. Donc j'ai obtenu ce mot-là en suivant la procédure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le mot que je viens de vous donner là, c'est exactement la corde, ou en tout cas la bande, que je peux considérer associée à cette chose. Donc là, ici, il faudrait faire 1, je descends vers 4, je remonte à 3, je redescends à 4, je remonte jusqu'à 1, 3, 2, 1, je descends à 2, je remonte à 1, je descends à 4, 2, 3, 4, je remonte à 3, je descends à 4, et enfin je remonte. J'ai mis 2, 3, 2, 1. Voilà, donc en fait, on peut en effet, étant donné un G vecteur, si ce G vecteur donne un méandre sur le chemin de Dick qui est en un seul morceau, donc connexe et sans cycle, on peut lui associer un module, et ce module, chose assez étonnante, sera un module bande-brique. Donc en fait on peut carrément, parce que là, ça c'est pas du tout paramétré par les mots parfaitement amassants, on peut carrément décrire tous les modules bande-brique à partir de ce petit jeu combinatoire, à savoir est-ce que le méandre que j'ai dessiné, le méandre arc-en-ciel sur le chemin de Dick, est-ce qu'il est connexe sans cycle? S'il est connexe sans cycle, alors je peux l'associer à un unique bande-brique. Et donc en fait n'importe quel module bande-brique peut se retrouver à l'aide d'un G vecteur ou d'un méandre arc-en-ciel sur un chemin de Dick qui est fait que d'un seul morceau sans cycle. Voilà, et ça c'est le gros résultat. Donc ça, ce que je viens de faire là, c'est le gros résultat de l'article que j'ai en collaboration, donc avec pas mal de monde francophone, donc avec Yann Palu qui a été mon encadrant en maîtrise deuxième année, avec Pierre-Guy Plamondon, avec Mélodie Lapointe, avec Hugh Thomas, mon encadrant de doctorat, et avec Christophe Rottenauer. Je vais pas donner les noms dans l'ordre alphabétique, j'espère qu'on m'en voudra pas, mais je pourrais remettre le lien associé à l'article par lequel je suis passé finalement pour vous faire toute cette présentation. Et la fois prochaine, donc c'est-à-dire d'ici 2 semaines, je vais vous proposer donc un exposé final qui regroupera tout ce que j'ai pu raconter jusqu'à maintenant, un exposé tel qu'on peut voir en séminaire, comme je l'avais fait pour la fin de la saison 1. Donc je vais faire un exposé type séminaire pour vous reparler de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, histoire de condenser un peu tout ce que je vous ai dit en une seule histoire, en un seul coup. Et puis vous amener ce gros résultat et éventuellement parler un tout petit peu de la preuve de ce résultat, mais sans forcément rentrer dans tous les détails, car bon évidemment il faut un bon bagage et un bon background pour comprendre ce qui s'est passé à travers tout ça. Donc j'espère qu'à travers ces épisodes de Point Recherche pour cette saison 2, ça vous a plu de découvrir des objets que vous ne connaissiez pas. Notamment ces questions donc, de mots parfaitement amassants, ces questions de méandres. Parce que finalement, c'est quand même, ça amène vraiment à des problèmes très simples qu'on peut présenter à un enfant, limite. Des problèmes très simples qu'on peut présenter à un enfant
Et pour peu qu'ils comprennent un petit peu les nombres bien sûr et tout ça, mais ce type de dessin, voilà, c'est le genre de truc qu'on pourrait expliquer à un gamin, et puis le gamin il essaie de faire des dessins pour que le truc soit connexe sans cycle. Hein. Donc je vous rappelle qu'on n'a pas de caractérisation en termes arithmétiques du fait de savoir si le méandre est connexe par arc ou pas, enfin est connexe tout court, je ne vais pas dire connexe par arc, mais est connexe tout court et sans cycle, hein, il n'y a pas de caractérisation arithmétique en toute généralité, il y a quand même des cas de figure où on sait ce qu'il en est, mais d'autres où on ne sait pas. Il y a quand même un algorithme que j'ai généralisé qui peut nous permettre petit à petit de savoir si on a quelque chose qui est connexe sans cycle, et voire même qui peut nous donner carrément le nombre de composantes connexes et le nombre de cycles éventuellement. Donc je ne vais pas raconter tout ça, mais j'en ai déjà parlé lors d'épisodes précédents, donc concernant les méandres. Donc j'ai ça qui peut aider à étudier les méandres sur les méandres arc-en-ciel sur les cheveux indiques. Et puis je vous ai raconté tout le modèle de surface, donc je vous ai donné une autre direction sur les algèbres aimables. Tout le modèle de surface qui nous a permis d'amener à une simplification du modèle exactement dans le cadre des carquois, de la famille de carquois ici, famille de carquois à relation aimable. Et enfin, voilà, là aujourd'hui je vous ai parlé de cette question de G-vecteur et du lien avec tout ce qu'on a déjà raconté jusqu'à maintenant. Donc voilà, reste à faire l'exposé final, et ça sera d'ici 2 semaines. Bref, j'espère que cet épisode du Point Recherche vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode, hein, ce dernier ou avant-dernier épisode, on pourrait plutôt dire, de cette saison 2 de Point Recherche. J'espère que l'ensemble de la saison 2 vous a plu à regarder, même si vous n'avez pas forcément tout compris, c'est pas grave. L'important c'était vraiment de vous montrer le type d'objet que je manipule en recherche, hein, c'est vraiment l'objectif du Point Recherche. Après, si vous apprenez quelque chose de nouveau et que vous arrivez à en comprendre des choses, c'est super, j'en serais très ravi. Mais bon, après, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est ce qui arrive très souvent quand un chercheur cherche à expliquer ce qu'il fait, sur quoi il travaille à un autre chercheur, hein, ça arrive aussi. Donc bien sûr, il y a tout un temps d'adaptation à avoir, même entre chercheurs, quand on parle de sujets différents qui finalement peuvent se raccoler. Donc il y a toujours un petit temps d'adaptation de la part des deux chercheurs. Là c'est encore pire si je parle à des gens qui ne sont pas des initiés de recherche. Mon but c'était d'essayer de vulgariser un petit peu, mais pas trop, parce que j'aimerais quand même essayer de garder la substance mathématique qui se cache derrière les objets. Mais voilà, j'espère que cette saison 2 vous a plu, et donc d'ici 2 jours, exposé final. Donc encore une fois, je le répète, en commentaire, questions, remarques, retours. Comme d'habitude, je vais me planter. Ici, c'est pour me soutenir. Ici, c'est pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les dernières news de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve donc très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!